Une année de dev, c'est un peu comme une release majeure. On la prépare, parfois on la redoute et même parfois on la repousse. Et une fois en prod, tout le monde a un avis sur le changelog. 2025 est entièrement déployé. Oui, vas-y, tu peux l'ouvrir. 2025 est entièrement déployé et il est déjà temps de tirer le bilan de l'année écoulée. Mais alors, à quoi ressemble la code review d'une année passée chez les devs? Le bug de 2025, c'était quoi au final? L'IA qui hallucine ou le manager qui démissionne? Et surtout, en tire-t-on vraiment des leçons ou est-ce qu'on fait comme d'hab, on passe en prod et on croise les doigts ensuite? Pour répondre à ces questions de rétrospective, je ne reçois pas Marty McFly, mais il revient chaque année sur FTTD. Quentin, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Quentin, est-ce que tu vas te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas encore? Mais tous les nouveaux auditeurs, parce que tu gagnes des abonnés tous les ans. J'essaye. Donc bonjour à tous, je m'appelle Quentin Adam, j'ai le plaisir de diriger une société qui s'appelle Clever Cloud. On est un cloud provider européen qui se développe très très fort et qui invente plein de nouveaux trucs. Avant de faire le bilan de l'année sur le monde de la tech en général, c'est quoi un peu les grosses actus de Clever depuis un an? Alors c'est ce que je te disais en arrivant, moi je suis dans une essoreuse. Donc les gros actus de Clever. Donc d'abord on a quand même rythmé l'année par deux gros événements nous-mêmes éditeurs, ce qui est quand même fort. On a fait le Fest et le Clever Cloud Access également. Là on vient d'avoir fait il y a 15 jours. D'un point de vue structuration de la boîte, on a beaucoup grossi, on continue à grossir, donc toujours pas d'investisseurs, toujours en fonds propres. On est une centaine en Europe. On a ouvert les filiales marocaines, Côte d'Ivoire, Kazakhstan. On est en train de lancer quelques autres trucs là, donc un boulot de dingue qu'on est en train de faire. Avec pareil, à chaque fois on crée de la souveraineté dans chaque pays, donc à chaque fois on crée un partenariat et on a une posture de développement qui est assez intéressante sur place. En termes de produits, on a lancé plein de trucs. On a lancé nos bases de données mutualisées, ce qu'on appelle la gamme Materia, qui sont les bases de données serverless, qui sont scale to zero, scale to l'infini, basées sur des protocoles open. Notre key management system, on a lancé Kubernetes également. On a énormément travaillé sur des projets versatiles. Ce Clever Cloud, on peut l'avoir soit dans le cloud, soit dans le cloud des autres, soit en on-premise, voire en air-gap. Donc air-gap, c'est vraiment quand on est complètement séparé. Et en fait, ça commence à représenter une part très significative de notre chiffre d'affaires, cette capacité air-gap. Secteur énergie, secteur défense. Et donc, on a énormément travaillé et packagé les choses pour ça cette année. Donc, c'était très intéressant. J'ai découvert, effectivement, je connaissais le concept des ordinateurs air-gap, mais j'ai découvert cette année, et je crois qu'il y a quelques mois, via un invité, qu'il y a effectivement le concept de data centers entiers qui ont ce principe-là d'air-gap, qui sont coupés du réseau Internet. Ce que je trouvais assez fou de se dire que tu as des machines entières qui sont en réseau ensemble, déconnectées du reste. Bah en fait, soit des data centers entiers, soit des installations qui vont pouvoir siloter. Tu vois, des trucs où tu vas vachement contrôler le flux, et dès que tu as le moindre doute de quoi que ce soit, tu coupes complètement, et tu coupes physiquement. Hein. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que tu as des équipements qui sont faits pour que tu leur envoies une commande et que physiquement les trucs se débranchent, quoi. C'est un vrai dossier, quoi. C'est pas juste tu envoies une règle à un routeur, quoi. C'est des vrais sujets. Et nous-mêmes, on a des trucs, on a des espèces de plateformes physiques qui permettent de faire ça, où en fait, globalement, tu as un premier ordinateur qui monte un stockage. Donc ce truc-là est connecté à Internet, on lui envoie de la data. Puis le stockage est démonté de cet ordinateur-là, il est connecté à un ordinateur sur lequel il y a des routines de test. Puis le stockage est démonté, puis remonté sur une autre machine qui, elle, est dans une patte dans le air-gap. Mais du coup, faire passer de la data, t'as un vrai SaaS et c'est full auto. Et donc en fait, c'est tout un marché qui est hyper utile pour des secteurs industriels, dont des secteurs défense,
mais pas seulement, les secteurs énergie. En fait, sur un certain nombre de trucs, ça a beaucoup de sens. Ouais, c'est un marché qui est compliqué parce que, évidemment, ces gens-là, ils vont pas aller dans le cloud, quoi. J'imagine. Écoute, c'est super. Donc, grosse année quand même encore pour Clever 2025. On a fait vraiment une grosse année. Et que ce soit le développement commercial, le développement international, le développement produit, on a des choses qui sont bien. Moi, c'est surtout, maintenant, on a un service commercial qui marche. Parce qu'avant, globalement, c'était les quelques fondateurs qui faisaient le bordel. Donc là, maintenant, ça tourne. On a un service marketing qui tourne. Enfin, on a vraiment structuré la boutique pour que ça achieve des trucs. Et là, on est vraiment on the road pour plein de trucs. On a lancé beaucoup de choses autour de Clever IA, on se galère encore un peu. Mais franchement, il y a beaucoup de choses qui sont très excitantes, qui se produisent. Et puis, c'était une année c'était une année très très bizarre quand même. Ouais. On vient de vivre une année très seule. On va en effet en parler. Alors, tu as parlé d'IA. Je pense que c'est effectivement un des sujets phares qu'on est obligé d'évoquer. J'ai l'impression notamment qu'en 2025, il y a eu une vraie guerre assez intense de tous les éditeurs de solutions autour de l'IA pour les devs, notamment. Moi, j'ai eu l'occasion de tester Cursor cette année. J'ai trouvé que c'était quand même une dinguerie en termes d'outils. Mais il y en a des tas d'autres qui existent. Je trouve qu'il y a quand même il y a un investissement assez colossal. J'ai l'impression que c'est presque le truc le plus important pour tous ces éditeurs de se dire qu'il faut réussir à choper les devs. En fait, comme d'habitude, developers, hein, si vous vous rappelez de Steve Ballmer en train de suer, si vous voulez que les développeurs intègrent vos outils, il faut qu'ils les acceptent. Et puis par ailleurs, il y a un truc, c'est qu'en fait l'IA est devenue efficace pour les développeurs. Et moi, il y a un an d'ici, j'y croyais moyen, enfin, je pensais que ça allait mettre du temps. Et il y a un peu moins d'un an, j'ai commencé à jouer. Moi, c'est Windsurf qui m'a fait ouvrir les yeux. Ouais. Tu parlais de Cursor, moi, c'est Windsurf qui m'a fait ouvrir les yeux où je me dis, waouh, le truc a vraiment des bons résultats. Et j'ai commencé à générer du code avec. Et à mettre en prod des trucs, des outils internes, des machins en code gen. Et je pense que on l'a tous vécu, hein, le turning point, c'est l'arrivée de Claude Code, quoi. Et je pense que pour l'instant, Anthropic avec Claude Code domine bien le sujet. Même si sur certaines tâches, d'autres vont être très bons, notamment liés au nombre de tokens que tu peux gérer, etc. et du marketing. Mais pour moi, le gros sujet de l'année, c'est comment effectivement c'est en train de changer, de révolutionner le métier du développeur. J'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de CTO et notamment il y en a un qui m'a donné un truc que je trouve intéressant, c'est que aujourd'hui en 2025, coder sans IA, en fait tu es au niveau 0 du dev, qu'après quand tu utilises un LLM, quel qu'il soit au final, tu fais grosso modo une multiplication par 10 et que le gain entre utiliser ChatGPT ou utiliser que ce soit du Windsurf, du Cursor, du Claude Code et autres, que le gain en fait est marginal. Qu'en fait, il faut arrêter de se poser la question de quel est le meilleur outil pour faire du dev. Déjà, en fait, utilisant un, et en fait, le gain sera suffisamment colossal par rapport à l'incrément que ça peut. Tu vois ce que je veux dire? Que l'incrément d'utiliser le meilleur outil est pas significatif par rapport au fait d'utiliser un outil. Je suis assez d'accord. En fait, pour moi, après, il y a des outils qui changent quand même. Enfin, la qualité, notamment le dernier opus, là, le 4.5, c'est assez impressionnant ce qu'ils sont en train de faire. Pour moi, il y a des choses qui sont importantes. C'est ne pas utiliser aujourd'hui d'outils, c'est une connerie. Et ensuite, il faut comprendre d'abord que c'est un outil et tout ce qu'on va pouvoir en faire. Et je m'explique. La première chose, c'est faut pas faire l'erreur de penser que c'est un junior. J'ai beaucoup de gens, ont l'impression, qui parlent à un être humain et donc ils lui filent des petites tâches. Faut pas mettre des petites tâches sur l'IA. L'IA, elle est inhumaine. C'est pas un humain. Arrêtez de la considérer comme un humain. Filez-lui des tâches à la con. Filez-lui le refactoring de ta race que t'as pas envie de lancer depuis 6000 ans. Nous, on a lancé ce genre de truc où tu lui donnes énormément de code et de projets et tu lui dis on va de là à là et je l'ai déjà fait une fois sur tel bout du machin. Je pars de tel truc, je vais à telle cible. Est-ce que tu peux me faire un document qui analyse comment je l'ai fait? Et on va s'en servir comme prompt pour migrer les autres morceaux du code. Et là, des trucs qui étaient release 2028 deviennent le mois prochain, on a dégagé cette merde. Moi, j'entrevois à travers l'IA et notamment sur ce genre de tâches la possibilité de vivre dans des structures de code no legacy. Où en fait, via de l'IA, on va en permanence monter, tu vois, en version et en architecture aux dernières pratiques tout ce qu'on fait.
Ouais. Ce qui est une sorte de rêve quand même. Enfin, voilà. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que tu peux lui faire des trucs qui sont pas du code. Euh, moi, j'ai des projets sur lesquels on est 30 à contribuer tu vois, au quotidien. La réunion de synchronisation de ce projet-là est toujours un peu chaotique. Là, ce que tu peux faire, c'est lui dire j'aimerais que tu prennes toutes les dépendances de ce projet, toutes les merge requests de ce projet, toutes les discussions Slack, toutes les discussions dans les merge requests, et que tu me prépares un document en préparant la réunion, expliquant quel bout du code ont bougé, quels sont les merge requests qui se sont bien passés, mal passés, les trucs qui sont polémiques, essayer de sortir les questions auxquelles faut qu'on réponde. On a une heure de réunion, tu vois, c'est quoi les questions dont il faut qu'on se parle, c'est quoi nos dépendances qui ont bougé, les trucs dont il faudrait qu'on se préoccupe, qu'est-ce qui va être cassant, etc. Un travail documentaire qui est en fait absolument pas faisable parce que tu en as pour 4 jours à le faire et la réunion a lieu toutes les semaines. Donc ça n'a aucun sens en fait. Tu vois. Et ce travail documentaire là, tu peux lui faire parce qu'il est très bon à ça. Et là, c'est pas produire du code, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment, tu vois, cette capacité-là à l'utiliser dans ce cadre-là. Par ailleurs, tu peux également lui dire, et ça, tu peux le mettre dans ta CI, analyse-moi tout le code et dis-moi tous les endroits où tu as l'impression que c'est un peu pété et où on pourrait avoir une faille de sécu. Et en fait, tu vas découvrir des patterns. En fait, c'était des mauvais patterns. Et il va les analyser. Ça veut pas dire qu'il a systématiquement raison, mais tu as quand même des couches assez intéressantes là-dessus qui sont fortes. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire il ne faut pas hésiter à lui donner des missions étranges. Et surtout, là où avant écrire le code était dur, et donc le code écrit avait de la valeur et on n'avait pas envie de le jeter, là gros c'était des tokens quoi. Tu vois, genre ok, on a un abonnement à 80 ou 200 balles chez Cloud Code, ça a grillé du token, mais en vrai c'est du token quoi. Et donc tu peux te permettre des expérimentations que tu ne te permettais pas avant. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et par contre, je trouve que paradoxalement, ça remet sur le devant de la scène certaines règles de code qu'on a poussées pendant des années. C'est-à-dire, tu penses à quoi en particulier? Alors, la première, moi ça fait des années que je dis aux gens la type safety, le functional programming. Bah, en fait, la type safety, quand ton compilo il engueule le LLM, les deux en fait ils sont en boucle, c'est très bien, ils sont très efficaces quoi. Et je sais pas si vous avez fait des tests, mais essayez de faire la même code gen d'un projet un tout petit peu compliqué, sinon ça marche toujours, mais d'un projet un tout petit peu compliqué entre du JavaScript et du TypeScript par exemple. Le JavaScript, assez rapidement, vous allez vous arracher les cheveux. Et surtout, vous passez votre vie à être l'esclave testeur de votre LLM, ce qui est pour le coup clairement pénible. Enfin, t'es développeur, t'es pas testeur, quoi, t'es pas QA. Et Ouais, tu te retrouves uniquement à faire du copier-coller de j'ai tel bug, corrige-le, enfin tu t'en sors pas quoi. donc voilà. Et donc ton premier point, c'est la type safety. Et un gros compilo, ça marche. Et clairement, le langage qui pour moi a triomphé cette année en LLM génération, vous allez dire que les gens vont dire que j'ai un prisme, mais c'est Rust. Le compilo est très verbeux et très clair. Le LLM comprend pleinement. La code base qui était disponible en Rust, il n'y avait pas grand chose de pourri. Donc il n'a pas le problème. Tu vois, par exemple, dans ce cas-là, on avait des problèmes entre Scala 2 et Scala 3. On est un peu dans un swamp, c'est un peu l'enfer. Tu vois. Là, tu vois, en Rust, il n'y avait pas grand chose à jeter dans les code base. Enfin, t'es d'une productivité monstrueuse avec ce truc-là aujourd'hui. Et je pense que c'est un vrai sujet. Et donc la première chose, c'est que la type safety a clairement triomphé face au LLM. La deuxième chose, c'est le TDD. Donc le Test Driven Development. En fait, soit tu demandes à ton LLM de générer, après tu tapes tous les tests toi-même, en fait tu deviens un bot de QA, enfin, c'est insupportable. Soit tu outilles, tu lui dis d'utiliser par exemple le MCP du navigateur, c'était un truc comme ça, et tu l'outilles, et tu lui fais faire des tests, et globalement, tu fais les tests. Par contre, il est con. C'est-à-dire, si tu lui dis qu'il faut que les tests passent, pense à lui rajouter, et tu n'as plus le droit de te toucher au fichier de test. Sinon, c'est comme Ultron. Le problème, il faut sauver la planète. Le problème de la planète, c'est l'humanité. Ah, supprimons l'humanité. Donc, le mec finit par te virer tes tests, et te dit, genre, c'est bon, les tests passent. Ah non, gros, t'as nuque les tests. Ce qui est une pratique de développeur, en même temps. Ça montre une certaine maturité sur le métier. Tu as aussi l'optique de créer des milliers de faux tests en disant bah ça va, j'ai atteint les 98% parce qu'en fait j'ai des faux tests qui marchent. Ça me rappelle une fois où j'ai fait effectivement un audit il y a je sais pas, plus de 10 ans. J'ai fait un audit dans une boîte et je débarque et
Et les mecs étaient très fiers d'un test coverage de 96%, je crois, un truc comme ça. Et en fait, ils étaient basés sur un framework avec du métaprogramming qui générait des chiers de code et des tests. En fait, les mecs avaient jamais écrit un test à la main, ils avaient plein de tests qui testaient le code généré qui avait été généré par le même générateur de code. Et en fait, oui, tout leur code généré était testé par des tests générés. Et en fait, tout passait. Et tout le code qu'ils avaient écrit à la main était à 0% de testing. Et ils s'étonnaient d'avoir des problèmes. Et tu sais, t'es là genre, bah ouais, mais ta métrique elle est pourrie là en fait, gros. Elle te sert à rien en fait. Enfin, et je pense que c'est un des sujets. Il y a des bonnes approches. Tu peux écrire les tests avec un LLM, puis lui dire qu'il n'a plus le droit d'y toucher, mais qu'il doit y passer avec un autre LLM. Euh, et il faut... En fait, vous avez d'autres niveaux de créativité avec les LLM. Par exemple, cette année, moi, j'ai des fois des très grosses bases de code. Et donc, l'un des gros problèmes des LLM, c'est la taille de contexte. Donc, taille de contexte, pour ceux qui ne l'auraient pas, c'est le nombre de tokens que tu peux envoyer dans ton LLM. Le token, globalement, c'est des syllabes, si vous allez très vite. Et le problème, quand tu fais du code, d'avoir des tailles de contexte pas assez grosses, c'est que du coup, tu as des signatures de fonctions, parce que tu n'envoies jamais tout le code, tu envoies les parties du code qui t'intéressent et des signatures de fonctions. C'est ce que fait ton agent. C'est le boulot de ton Cloud Code, ton Open Code, ton Windsurf, machin, son boulot. C'est d'essayer de quoi envoyer, ou décider quoi envoyer au LLM pour qu'il génère le mieux, sachant qu'il ne peut pas tout envoyer. Et en fait, quand tu n'as pas assez de place dans le contexte, tu n'envoies pas certaines signatures de fonctions. Du coup, s'il en a besoin, donc normalement c'est le boulot de l'agent de se dire c'est pas grave, il n'ira pas chercher dans ce coin-là, donc il n'en a pas besoin pour la tâche actuelle. Mais s'il en a besoin, en fait, il va se mettre à régénérer du code qui existe déjà. Tu vas te retrouver avec des doublons, c'est un enfer sur Terre, etc. Ça, c'est très chiant. C'est un des gros problèmes qu'on a eu. Moi, j'avais trouvé un truc qui était fun. C'était un mec qui avait fait un post Reddit, donc on a tous un peu complémenté son truc. Mais où globalement, on expliquait à Claude Code comment esclavager Gemini, parce que Gemini a 1 million de tokens. Claude Code en avait 100 000 à l'époque. Et en fait, autant Gemini était très con, ne nous mentons pas, autant quand Claude Code promptait Gemini, c'était déjà beaucoup mieux. Okay. Et c'est un truc que je trouve assez intéressant, et pour avoir beaucoup joué avec les modèles cette année, c'est qu'en fait, on se rend compte de l'intelligence qu'il y a dans les prompts et les pré-prompts et les assemblages de prompts et dans l'intégration. En fait, le modèle, c'est le modèle, soit, bonne journée, mais en fait, la qualité d'intégration est déliante. Et en fait, c'était assez dingue parce que si tu demandais une tâche à Gemini, ça se passait pas bien. Si je demandais à Claude Code de prompter Gemini pour effectuer une tâche, ça se passait beaucoup mieux. Ouais, marrant. Et parce que, tu vois, moi je disais à Claude Code, gros, t'as 100 000 tokens, Gemini on a 1 million, quand tu sais que tu vas péter ta fenêtre de tokens, parce qu'on est en train de faire un gros work sur cette énorme base de code, ce que tu fais c'est que tu promptes l'autre débile, et voilà. En plus, comme donc Gemini m'avait énervé... T'as appris à Claude à déléguer à quelqu'un Gemini, ouais. Pas mal. Et après je lui ai dit de faire ça dans un sous-agent, donc j'ai des sous-agents, expert en j'ai gros code. J'ai beaucoup de bases de code. Ouais. Ok. Et c'est quoi du coup ta vision sur l'avenir du métier de dev avec ces nouveaux outils? Alors moi, ce que je trouve qui est absolument passionnant, c'est les seniors sont redevenus productifs. Genre, même des mecs qui codaient plus parce que passaient leur vie en réunion, en truc, en machin, sont devenus très productifs en code parce que les outils leur ont permis de regagner en productivité. Et en fait, leur capacité à comprendre l'infra, l'architecture, le truc, le tout, tu vois, fait que leur prompt est très précis, très clair, ils savent exactement où ils vont et on gagne énormément de temps et ils sont hyper heureux et ça se passe hyper bien. De l'autre côté, j'ai eu beaucoup de juniors, soit prompter vraiment de la merde, ils comprennent pas comment marche un ordinateur. Et là, pour moi, tu vois, on est vraiment dans le moment où... Moi, ça fait des années que je m'engueule avec les écoles en disant genre arrêtez de supprimer les cours d'architecture des ordinateurs pour mettre des cours de React. React, les mecs les apprendront tout seuls. Tu vois, t'as pas besoin d'un prof pour t'apprendre à faire du React. T'as besoin d'un prof pour t'apprendre comment fonctionne un processeur. Ça, c'est compliqué. Et en fait, là, tu vois, on touche du doigt le modèle avec des mecs qui galèrent. On sait plus quoi faire des juniors. Et les seniors sont extrêmement productifs. Et donc, comment ça va se passer ? Moi, je pense que c'est un peu comme d'habitude. Ce qui va se passer, c'est c'est la capacité de compréhension fine des choses qui va être pour moi l'essentiel pour les développeurs et ce qui va leur permettre de rester productifs et intelligents dans le truc. Par contre, pour moi, il y a un truc qui est important, c'est ces outils-là sont drôles. En fait, on peut imaginer plein de choses, créer des nouveaux usages.
il y a plein de choses qu'on peut imaginer faire avec ces outils-là en tant que développeur qu'on ne pouvait pas faire avant. Refaire votre homepage toutes les 3 matins. Et est-ce que tu as vraiment besoin d'un CMS dans un monde où en fait l'IA va te générer tout ton fucking site, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore tout. En fait, pour l'instant, l'IA est beaucoup utilisée comme un outil, mais n'est pas encore vraiment complètement aspirée dans le code, dans la génération des outils. Et je pense que ça va se produire et ça va donner des choses extrêmement pertinentes. Ouais. Mais du coup, pour les juniors, est-ce que tu penses qu'on a un problème avec justement toute une. Là, on est dans une période un peu bâtarde, un peu un entre-deux, où du coup, on a massivement des juniors qui arrivent sur ce marché du travail, qui se retrouvent à utiliser un outil alors qu'ils n'ont pas cette expertise. Parce qu'effectivement, je suis d'accord, tu mets un LLM dans les mains d'un senior, il te fait des merveilles. Un junior, effectivement, comme il n'a pas cette vision moi, globale dingue, des choses, il. Tous les directeurs ou VP de la boîte se sont retrouvés à refaire du code. Mais à fond, tu vois. Et dingue. Mais même moi, je produis des trucs, je pensais pas les produire. Mais parce que je trouve que ça. Parce que moi, ce que j'ai pu constater, c'est que ça m'a aussi redonné du plaisir, en fait, entre guillemets, à générer du code. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu vois, quand tu as effectivement une connaissance globale de beaucoup de sujets, en fait, écrire du code, c'est fastidieux. En fait, tu vois, c'est-à-dire que quand tu as déjà dans ta tête tout ton truc qui est déjà plus ou moins posé, te taper en fait les 10 000 lignes de code à écrire, c'est un enfer. Alors que là, en fait, juste t'explicites ton idée et les 10 000 lignes de code, elles s'écrivent toutes seules. Donc, tu vois, tu redonnes du plaisir. Mais effectivement, pour un junior, la situation est un peu bâtarde, quoi. En plus, comme il met du temps à générer, dans ton boulot de senior qui doit répondre à des emails, répondre à des Slack, machin, faire 3 textos, en fait, tu passes, tu promptes le bidule, tu vas faire tes autres tâches, tu reviens reprompter. En fait, le truc va pas assez vite. Donc, tu as ouvert un deuxième projet sur lequel tu es moins focus que le premier, mais tu avances. Moi, en plus, je fais beaucoup de prompts vocales. Voilà. Alors, outils. Il y a un soft. Ça me fait triper parce qu'en fait, j'avais codé le même. Et au moment où j'allais le release en open source, tu vois, il est même déjà sur le GitHub de la boîte. Je tombe sur les mecs qui ont fait mieux que moi avec les mêmes libs. Tu vois, donc j'ai fait OK, bah, j'arrête mon projet et je vais sur le leur. Et c'est des mecs qui ont fait un truc qui s'appelle Handy. Je sais pas si t'as déjà vu passer ce truc. Petit bidule en Rust, multiplateforme, très cool. Tu maintiens une combinaison de touches de clavier, tu parles, tu relâches, en passant par le clipboard, il colle n'importe où. Donc c'est vraiment l'intégration d'un Whisper partout. Sauf qu'ils ont intégré Parakit. Parakit est vachement bien, je ne le connaissais pas. C'est un modèle de chez Nvidia. En fait, j'ai découvert que chez Nvidia, il y a plein de gens qui bossent sur des modèles depuis très longtemps. En fait, ils ont un super bon labo d'IA. Et je pense qu'ils font pas beaucoup de bruit dessus, parce que je pense que pour l'instant, l'enjeu est de dire écoutez les gars, c'est très cool ce que vous faites en modèle. Nous, les cartes, on les vend aux mecs qui font la compétition de ce que vous vendez. Donc, on n'en parle pas trop pour l'instant. Un jour, ça va déchirer. Mais pour l'instant, on va éviter d'aller dire à nos clients qu'on est compétiteurs. J'ai vraiment l'impression pour l'instant que c'est comme ça que ça se passe chez Nvidia. Mais donc du coup, je reviens sur le sujet des juniors. On peut espérer qu'à un moment, on ait des écoles qui changent leur programme de formation pour apprendre à des jeunes de bien utiliser ces outils-là. Mais tu vois, là, est-ce que tu penses qu'on est dans une période un peu compliquée où... Je pense qu'on est en train de redéfinir le métier. Mais tu vois, moi, les jeunes chez moi, ils sont hyper résistants. Ils m'expliquent que le code, c'est de l'artisanat, que le code sera jamais aussi bien que s'ils l'ont écrit avec leurs petits doigts, etc. Et d'un autre côté, ils ont raison dans le sens où c'est important qu'ils le fassent, tu vois. Mais en fait, c'est pas nécessairement très efficace. Et c'est un truc de résistance. Et moi, ce que je trouve très drôle, c'est ça fait 30 ans que dans le métier, globalement, je vois les développeurs foutre en l'air le métier de plein de gens et se foutre d'eux en disant bah, il a conduite du changement, les gars. Hein, embrasser le changement. Oui, on a foutu en l'air votre métier, vous savez plus comment vous allez bosser, mais embrassez. C'est le futur, c'est l'avenir. Et là, t'as la moitié des développeurs qui sont là, genre non. Alors que là, pour le coup, c'est notre métier en fait qui est impacté. Et vraiment, ça change. Et je pense qu'on va vivre un nouvel âge d'or de productivité, mais ça change tout le paradigme. La création de code, en fait, devenue très rapide. Et ça remet, tu vois, l'accent sur des fondamentaux. Mais encore une fois, moi, je trouve ça très drôle. Le TDD, la type safety, tu vois, qui d'un seul coup reviennent sur le devant de la scène en disant, bah, tu veux pas devenir l'esclave de ton LLM, fais du test end-to-end, quoi. Ce qui, par ailleurs, est hyper chiant à faire, hein, faire des vrais tests end-to-end compliqués et tout.
Et c'est vrai que ton LLM t'aide vachement quand tu lui dis bon, maintenant on va faire des tests end-to-end de chaton en intégrant des MCP ou je sais pas quoi. Alors ça d'ailleurs justement MCP, je trouve que c'est un des grands trucs aussi de l'année, parce que c'est sorti en novembre 24, je crois quelque chose comme ça, donc c'est quand même assez récent, mais ça a explosé à partir de janvier-février 25. Et je trouve que c'est une techno qui a un potentiel de dingue sur l'avenir de la manière dont les gens au global vont consommer tout type de service. Et c'est une techno qui est d'une simplicité confondante. Ah, en fait, le truc, c'est on a toujours vendu aux gens l'interopérabilité entre les services, à grands coups de mashup, de web, d'API. Et le truc qui a toujours été chiant, c'est qu'il fallait faire les intégrations service par service. Et donc, voilà, après, tu as toujours des titans de l'effort qui te faisaient l'intégration avec 64 bordel. Et toi, il t'en fallait un 65e, tu vois. Euh, L'intérêt d'MCP, c'est que l'intégration, c'est du texte. Ça, c'est de la parole, quoi. Et, euh, et en fait, du coup, tu gagnes effectivement cette sorte d'intégration instant et qui, elle, est vertigineuse en termes de productivité. Et la norme MCP en elle-même est relativement contestée, contestable. Ils ont rajouté des skills, ce qui est une autre façon de le faire. Est-ce que MCP en lui-même survivra au futur ou est-ce qu'on va redéfinir des normes mieux foutues? Parce que là, il y a des histoires de cache compliquées, machin, etc. Il faut que ça mature un peu, mais en fait, c'est le début. Mais c'est dingue, si vous y réfléchissez bien. L'intégration entre les softs vont aller faire leurs négociations entre eux, tout seuls, pour s'intégrer entre eux. C'est globalement ça que ça donne. Et si vous avez jamais joué avec les MCP, mais faites-le. Ouais. Allez intégrer, mais déjà, allez intégrer votre GitLab, GitHub et votre Slack dans un machin, et posez-lui des questions en rajoutant les mails sur où est-ce qu'on en est. Enfin, tu vois, ça fait longtemps que je fais plus de service, mais je me dis, presque, je pourrais pratiquement écrire à grands coups d'MCP les mails d'un client disant on en est où sur tel dossier. Putain, ok, cette semaine on a fermé ça, ça, ça et ça, on a tel sujet qui pose problème. De toute façon, la CI passe pas là-dessus encore, c'est qu'on a des problèmes dans le code. Enfin, tu vois, tu peux aller très très loin avec le MCP, tu connais les statuts de build des machins, tu ouvres l'artefact et tu vois si c'est des problèmes, de quel type de problème il s'agit, etc. Si tu as les conversations Slack entre les différentes personnes qui bossent sur le projet, en fait, tu as une mine d'informations qui est déjà à disposition qu'il faut juste synthétiser, quoi. Ouais. Donc moi je trouve que c'est très impressionnant. Et après tu as les MCP de contrôle. Le moment où tu contrôles totalement Chrome, soit avec le truc de chez Chrome ou avec Playwright, moi ça fait 25 ans que les tests web c'est de la merde. Enfin, tu vois, on l'a tous fait hein, de jouer avec Selenium, etc. Mais c'est toujours extrêmement laborieux, extrêmement pénible. Là, tu largues le LLM dessus, en fait il se sert du navigateur quasiment comme un humain. Et donc du coup, bah, tes tests deviennent vachement qualitatifs en end-to-end. Et beaucoup plus facile à maintenir que ce que c'était avec Selenium et autres, quoi. Bien sûr. Qui était un enfer sur Terre à maintenir. Tu as évoqué le cas Nvidia, qui je pense est aussi parmi les sujets à évoquer sur cette année 2025. Alors déjà pour plein de raisons. Donc, bien évidemment, ils ont une valuation boursière qui a complètement explosé. Ils ont annoncé des chiffres qui sont absolument dingues. Je crois que c'était en milieu d'année, il y a eu une conférence de presse où le créateur d'NVIDIA a évoqué que les développeurs de l'avenir seraient en fait des RH de modèles d'IA et qu'en fait on ferait juste de l'agencement d'IA. Je trouvais ça marrant comme tagline. Mais on voit aussi au-delà de NVIDIA, Google là, qui met quand même un gros coup cette année avec leur TPU. Donc quand même des nouveaux types de processeurs très orientés pour les modèles d'IA. Toi qui as aussi une très forte appétence pour le hardware, c'est quoi ta vision de ces acteurs-là et de ces mouvements-là? La première chose à comprendre, c'est la suprématie d'NVIDIA, elle vient pas de NVIDIA machin, elle vient de plusieurs grandes décisions. Il y a plus de 20 ans, ils ont lancé le projet CUDA, qui est en fait du soft, qui est comment utiliser leurs cartes, machin, etc., pour faire du calcul. Moi, je me souviens que tout le monde se foutait de la gueule de Jensen quand ils ont lancé CUDA. Aujourd'hui, la totalité de l'IA repose sur du CUDA. Tu vois. Enfin, c'était vraiment un plan absolument magnifique. Et ils ont complètement bouffé OpenCL quoi, dans l'opération. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont racheté Mellanox, ce qui leur a permis de faire de l'interco très rapide. Par contre, en fait, globalement, quand tu graves une puce, ce qui te coûte de l'argent, c'est le millimètre carré de silicium gravé.
Donc quand tu fous des instructions dans une puce, si tu t'en sers pas des instructions à l'arrivée, en fait c'est du millimètre carré qui a été gravé pour que dalle, et donc le prix de ta puce est artificiellement trop haut pour ce que tu veux délivrer dessus, et c'est un problème. Et c'est un problème financier en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un GPU, c'est pas fait pour faire de l'IA. Un GPU, c'est fait pour rendre des jeux en 3D. Donc en fait, quand tu fais de l'IA, il y a plein de trucs qui servent à code dont tu ne te sers pas. C'est juste que le machin est bon à faire des opérations de matrice. Parce que globalement, quand tu joues avec les effets de transparence, de machin, de texture, tu fais des opérations de matrice. Mais pour prendre une... Alors d'abord, il y a deux choses... Enfin non, je reparle de ça après. Mais pour prendre une image, imagine là, c'est Noël, on fait des bûches, tu veux battre des œufs en neige. Une première option, c'est de prendre ta bagnole, de la poser à l'avant sur 2 parpaings, de foutre un fouet sur la roue, et en tenant le bol, en te démerdant, de battre les œufs en neige comme ça. À la fin, t'auras battu les œufs en neige. Alors l'efficience du truc, elle est dégueulasse. Et le coût carbone, du coup, est comme hallucinant. Dégueulasse. En fait, un batteur à œufs, c'est beaucoup plus efficace. Il faut bien comprendre que globalement, la première option, c'est celle d'utiliser des GPU pour faire de l'IA. En fait, les GPU, ils sont pas faits pour faire ça. Il y a plein de trucs qui servent à code. Et les opérations de matrice sont même pas si optimisées que ça à l'intérieur. Tu peux faire des trucs beaucoup plus spécifiques. Par contre, sortir des processeurs, ça prend du temps. Et donc, quand GPT-3 a break il y a 3 ans et que tout le monde s'est mis dessus, bah en fait, là, les gens se sont mis à se dire, ok, c'est intéressant, on va y aller. Mais du coup, ça met 3-4 ans de faire des puces, quoi. Donc le temps de les financer, de machin, etc. Donc ce qu'il faut voir, c'est ça. Ce que Google a toujours fait, parce qu'ils ont toujours réfléchi au problème, c'est qu'ils ont fait des TPU. Et donc les TPU sont faits pour faire ça. Et c'est ce qui explique que Gemini a tout de suite eu un très gros Phoenix de token. Parce qu'en fait, Google a toujours eu conscience que c'était le problème dans l'intelligence artificielle, dans les gros fenêtres de token. Donc en fait, c'est juste dans le hardware, ils ont plein de RAM à cet endroit-là pour foutre la fenêtre de token. Et c'est pour ça que les TPU sont très efficaces. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plein de boîtes qui se sont lancées, qui font des NPU, TPU, whatever, en clair des cartes d'accélération de l'IA, qui sont beaucoup plus efficaces. Les NPU, j'ai pas le... Neural Processing Engine. Ok. C'est la dénomination pour neuneu. Mais c'est ce que fait par exemple Apple. Apple te dit qu'ils ont la NPU dans le processeur M, là où Google utilise un mot plus technique qui est le TPU. Mais en vrai, ça veut dire la même chose. Et donc, il y a plein de gens qui font des choses comme ça. Nous, on bosse avec une boîte qui s'appelle SpinCloud, qui fait des processeurs très très bons sur le Sparks comme ça, qui sont des Allemands. Et on bosse avec une boîte qui s'appelle Vesora, qui fait d'autres types d'accélérateurs, qui fait ce genre de choses. Et voilà. Et par ailleurs, il y a d'autres trucs qu'on fait dans un cadre. Enfin, ce que ça génère, c'est énormément de startups qui font des puces. Donc ça, c'est génial. Ça redonne un âge d'or. Et surtout, il faut vraiment comprendre un truc. Ça fait des années qu'en informatique, la réalité, c'est que le compute, on s'en bat la race. C'est-à-dire que tu n'es jamais compute bound. Ça fait des années qu'on a des problèmes d'IO, de stockage et de réseau. Mais on n'a pas de problème de compute. Là, on est face à des quantités, des demandes de compute qui sont délirantes. C'est comme si tu te lavais les mains, tu vois, donc touche ton robinet, tu te laves les mains, et de l'autre côté, tu vas chercher le Rhône, tu vois, ou la Loire. C'est beaucoup d'eau, quoi. Et c'est les dimensions calculatoires de faire tourner des réseaux neuronaux sont des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir avec ce qu'on faisait avant en informatique de gestion. Tu vois, où tu vas dans une levée, tu vas chercher tes machins, tu fais 3 comparaisons, machin. Là, tu fais tourner des réseaux de neurones, tu les fais rentrer en résonance et t'avances. Surtout qu'on utilise beaucoup de réseaux de neurones qui ne sont pas spécialisés, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Mais la réalité, c'est que si tu prends une boîte comme Alpha Edge, par exemple, en français, ils vont te respécialiser des réseaux sur ce que tu fais. Donc, quand tu fais du chat GPT, toi, et que tu veux chatter avec chat GPT, tu n'as pas intérêt à ça. Mais quand tu intègres du chat GPT dans ton application et que tu vas lui faire 10 000 fois la même opération, bah, tu as intérêt en fait, à avoir un petit modèle sur lequel tu connais et qui va consommer 100 fois, 200 fois, 300 fois moins. Donc en fait, on est dans ce milieu-là qui est assez intéressant. Donc on est dans un nouvel âge d'or du semi-conducteur où il y a plein d'inventivité, plein de trucs hyper cool qui se produisent. Et franchement, c'est excitant. 2, on a cette capacité à se dire on a énormément de calculs et il faut l'optimiser, qui est intéressante. Et ça a des impacts très francs.
parce que la capacité de contexte de token. Et en fait, autant à 100 000 tokens, si t'as pas de RAG, t'es dans un enfer sur Terre, autant à 1 million de tokens, t'as moins besoin de RAG, autant à 5 millions de tokens, Ouais, la plupart du temps, t'en auras très peu besoin. Et donc, ça va complètement changer la façon dont on bosse et dont ça va être fonctionnel. Donc, moi, je trouve ça très, très excitant, très intéressant ce qui est en train de se produire actuellement. Et tu vois déjà un acteur réussir à se démarquer, ou est-ce que pour toi Nvidia est encore là pour dominer ces actus-là pour un petit moment? Alors, sur le training des modèles, pour moi, Nvidia, grâce à son rachat Mellanox, le NVLink, etc., pour moi, Nvidia domine le marché, point. Sur l'inférence, je pense qu'il y a un marché qui est relativement ouvert. Il y a une boîte très très intéressante dans ce marché qui s'appelle ZML.ai, qui produit en open source un framework qui permet d'utiliser du not only Nvidia, et notamment les TPU de chez Google ou les TPU de chez Amazon, parce qu'Amazon a des TPU dont j'oublie toujours le nom, j'oublie comment ça s'appelle, dont tout le monde se branle. Genre personne n'utilise machin, alors qu'ils sont rackés, ils sont là, ils savent faire du calcul. Et du coup, ils sont en train d'ajouter de plus en plus de capacités de TPU, les cartes graphiques de chez AMD, du Calray, etc. Et eux, vraiment, ils font la couche logicielle qui te permet de t'abstraire des couches hardware sous-jacentes. Ok. Dans tous ces sujets-là, donc on a quand même des acteurs Google, principalement américains, Nvidia qui est basé à... j'ai oublié. Santa Monica. Ils sont américains aussi? J'étais persuadé que c'était Nvidia plutôt une boîte... Non, Nvidia, ils sont américains. Ah, ok, autant pour moi. Bon, j'ai essayé de faire une transition vers un sujet plus pour parler effectivement de la géopolitique. Alors, juste peut-être un Vas-y. tout petit point avant sur le prix et sur les... Aujourd'hui, il y a quand même un truc qui est en train de se générer, c'est qu'ils sont tous en train de se prêter de l'argent entre eux en disant qu'ils vont rester sur du Nvidia et machin. Si aujourd'hui on produit toutes les capacités calculatoires promises dans les différents investissements GAFAM, Unco et Oracle et Co, on prend le mur énergétique. Personne n'a assez d'énergie pour faire tourner tout ça. Moi je pense que ça va se réguler parce qu'en fait on va passer sur d'autres types de cartes. Donc, je pense qu'il va y avoir une correction à un moment du marché. Mais tu vois, le Nasdaq, si tu regardes la performance du Nasdaq, tu as 6 boîtes qui tirent le Nasdaq et le reste qui branle rien. Et en fait, pour moi, à un moment, il va y avoir quand même une correction du marché sur ces choses-là. Pour autant, ce ne sera pas 2008. Il y a juste un peu de pognon qui va disparaître et en avant-gagnant. Par contre, il y a des gens qui risquent de faire des moins bonnes plus-values sur certaines actions Nvidia que ce qu'ils avaient prévu. Par contre, ouais, la boîte, enfin, ils sont à l'aise pour un moment. Et à mon avis, des vrais TPU capables de faire les choses, ils en ont au moins dans les bacs. Ah, je vois. Donc du coup, je pourrais embrayer sur les sujets de souveraineté. Bon, les sujets de souveraineté, c'est des trucs qui pop de manière assez régulière depuis un petit moment. Mais pour moi, il y a eu un signal qui est quand même assez fort. C'est que cette année, pour la première fois, j'ai vu des entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprise envisager de quitter la suite Office, qui pourtant était quand même déjà un truc qui était déjà bien posé et bien installé. Mais là, je trouve que le sujet de souveraineté, du coup, prend un nouveau virage, quoi. En fait, le sujet, c'est Donald Trump. En fait, Donald Trump est arrivé. Donc, qu'on soit très clair, les États-Unis n'ont jamais été nos potes. Hein. Ils ont toujours considéré qu'ils nous colonisaient, que c'était bien. Voilà. Ils ne sont pas très bien conduits. Et très sincèrement, Obama nous a ruinés. Enfin, mais Obama, il était classe. Tout le monde avait envie d'être son pote. Et tout le monde a oublié qu'il était le président des États-Unis. Tout le monde avait plus ou moins l'impression que c'était le président du monde et que c'était notre pote. Mais la réalité, c'est qu'Obama, il n'a pas été cool du tout avec nous. Tu vois. En fait, Donald Trump, il est arrivé et il est brutal. Puis alors, il lui dit ce qui passe par la tête, quoi. Et moi, ça fait des années que j'alerte les gens sur le fait qu'on a un problème stratégique d'alignement avec les États-Unis. Je ne sais pas si vous avez lu ce document. Il y a un document de 30 pages à lire qui est incroyable, qui s'appelle la National Security Strategy. C'est un truc de Trump, qui fait 30 pages et qui globalement dit franchement, l'Europe, on milk, sinon qu'ils aillent bien se faire foutre, quoi. Et donc, enfin, moi j'ai toujours pensé que c'était ce qu'il pensait tout bas, mais qu'il disait pas. Bah, là, maintenant, c'est dit, c'est signé par le président des États-Unis et ça s'appelle la National Security Strategy. Donc, tu vois, le truc est clair, tu vois. Donc, s'il y a des gens qui pensent encore qu'on va faire des alliances avec ces gens-là, vous êtes des damnés.
On fait pas d'alliance avec Microsoft sur bleu, quoi. C'est pas une alliance. Les mecs ont décidé de vous niquer. Ils l'ont dit, ils l'ont répété, c'est écrit en rouge. Enfin, je sais pas ce qu'il vous faut, quoi. À un moment donné, enfin, il y a un moment, faut arrêter de cramer de la tête. Mais bon, tu sais, t'as des gens, on leur dit, genre, ton plan ne va pas s'écouler comme prévu. T'es là, genre, non, mais ça va peut-être passer. Ça va pas passer. Ça va pas passer. En plus, il y a une chance sur deux pour que l'État devienne totalitaire aux États-Unis. Enfin, le mec met tout en place. Maintenant, il a sa petite milice privée. Parce que quand tu regardes le recrutement démographique de l'ICE, c'est la milice anti-immigration, là, la totalité du recrutement démographique, c'est les Proud Boys, machin. Enfin, c'est la bande de timbrés qui a pris le Capitole, tu vois, lors de la fin du précédent mandat. Donc, voilà, la tension est extrême. Je pense qu'on pourra parler sur pourquoi il y a cette tension-là aux États-Unis, parce que pour moi, elle est importante. Mais fondamentalement, on est face à des gens qui te disent, bah, stratégiquement, franchement, nous on prend le pognon et tirez-vous, quoi. Et je pense que pour la première fois, les gens ont commencé à en prendre conscience qu'il fallait qu'on soit capable d'avoir une certaine souveraineté technologique si on voulait être capable d'avoir un poids de négociation. Enfin, à un moment donné, quand Ursula von der Leyen se retrouve à aller négocier en Écosse, enfin, c'était violent quand même cet été ce qui nous est arrivé, ça montre bien qu'on a un problème de poids dans la négociation. Moi j'ai passé une très bonne année commerciale, merci Donald, mais fondamentalement je pense qu'il y a un vrai sujet qui est aujourd'hui comment on met ça en avant. Par contre, est-ce qu'on a aujourd'hui le bon niveau de discours et de décisionnel? Non. Aujourd'hui, regarde, les sujets digitaux sont toujours pas dans la décision de tous les jours. Regarde, la décision de tous les jours, c'est l'âge de la retraite. Enfin, moi, je comprends pas ce pays. À quel moment on se dit, il y a une révolution industrielle de la prestation intellectuelle, alors tu pouvais l'ignorer tant qu'on faisait du logiciel de gestion. Mais là, avec l'IA, je vois mal au moment où tu peux pas dire, c'est les machines-outils du cerveau. Moi, je les vois. Moi, j'ai des potes, ils faisaient des logiciels de support. Heureusement qu'ils sont retournés sur l'IA à 4ème degré, parce que si tu veux, le nombre de mecs en support, il a brusquement chuté dans l'année. Les mecs te disent, bah non, moi j'ai des clients, ils virent 200 gus, 300 gus en plateau. Surtout que, rappelez-vous, ces gens-là n'étaient pas embauchés. C'est des prestataires. En fait, c'est juste la boîte qui faisait ça, qui coule. Donc c'est même pas violent, genre la boîte qui annonce qu'ils licencie 300 personnes au support parce qu'ils en ont plus besoin. Non, ça avait déjà été bundlelisé ailleurs, donc il suffit d'arrêter un contrat, fin, tu vois. Et donc t'es vraiment sur des trucs où, là où il y avait 300 personnes, il y en a 20, avec de l'IA. Et donc on a vraiment l'industrialisation de la prestation intellectuelle. Mais tu vois, on est un pays qui a pivoté vers le tertiaire. Donc, embaucher des gens pour faire du jus de cerveau. Le jus de cerveau est automatique, fait par des électrons. Problème. Par des électrons qui sont majoritairement pilotés en plus aux US. Et on n'est pas producteur de machines-outils. Moi, tu sais ce que j'explique depuis très longtemps. Les gens oublient que ce qui nous a rendu riches au 18e, au 19e siècle, c'est l'industrialisation. Les gens pensent que ce qui nous a rendu riches, c'est la colonisation. C'est pas vrai. Alors, j'ai pas dit que la colonisation c'était bien, hein, qu'on soit très clair. Je suis pas en train de justifier le truc. Je dis juste que c'est pas ça qui nous a rendu riches. L'industrialisation nous a rendu riches, nous a donné l'argent pour coloniser en tant qu'Européens. C'est ce qui s'est passé très concrètement. Et du coup, derrière, on a exploité les ressources naturelles et tout. Enfin, encore une fois, je suis pas dans un processus de justification du processus. C'est pas ça du tout. J'explique juste que le gros paquet de pognon, c'est quand tu avais 70 gus pour faire un boulot et que tu en as un, bah en fait, même si tu as payé la machine-outil un peu cher à côté, il y a du rendement financier avec beaucoup d'argent qui rentre, quoi, tu vois, et ça génère du cash. Et surtout, tu passes d'une économie de flux à une économie d'assets. Donc une économie de flux, c'est vraiment tu prélèves sur le travail d'un peu tout le monde. Économie d'assets, bah, les outils de production... C'est le fait de posséder les choses qui te permet de... C'est ça, vont générer de l'argent. Or, ces économies d'assets, dans le cadre d'une industrie manufacturière, on a ce qu'on appelle un rendement décroissant du capital. C'est-à-dire que plus tu mets de capital dans un sujet, moins il te rapporte d'argent. C'est assez simple, hein, tu es dans un village, tu investis de l'argent pour construire une usine, tu prends le meilleur terrain, tu construis ton usine, tu prends les mecs les plus brillants, bam, tu commences à produire, tu as les meilleures ressources. Tu continues à investir, tu prends le terrain d'à côté, il est en pente, il faut le remblayer, tu es déjà en train de faire baisser ton ROI. Tu
commences à embaucher des gens moins brillants, mais bon, ton ROI commence à baisser, tes matières premières sont moins raffinées, ton ROI continue à baisser, mais c'est pas grave, tu vois. Tu continues à grossir, il y a un marécage à côté, il faut l'assécher, machin. Et je peux continuer, tu commences à embaucher des débiles, les mecs font des erreurs, du coup, tu es obligé de faire plus de tests. Enfin, tu as un rendement décroissant du capital. Si tu fais de l'investissement locatif, tu vas prendre les meilleurs logements, puis au bout d'un moment, tu te mets à prendre des logements ghetto sur lesquels tu fais pas de rendement. Enfin, je peux vous donner plein d'exemples comme ça. Mais toute l'économie physique et réelle a un rendement décroissant du capital. C'est Marx qui l'a théorisé dans Das Kapital, qui est un très bon traité d'économie. C'est pas être marxiste que de lire Marx. La réalité, c'est que Marx n'a fait que pomper le baron de Tocsin un siècle avant, pour être tout à fait précis. C'est juste mieux écrit par Marx que par Tocsin. Mais en vrai, un siècle avant, au XVIIIe, le baron de Tocsin avait déjà expliqué ça. Dans le digital, on a un rendement croissant du capital. Et je peux vous donner les chiffres, mais les boîtes les plus riches de 2005, vous avez tout. Il y a General Electric, General Motors, Johnson & Johnson, Citibank, etc. Tu arrives en 2021, les boîtes les plus riches, c'est les GAFAM. Amazon, Google, Meta, Microsoft, Tesla, Nvidia, machin. Elles sont 8 fois plus riches, et leur valeur combinée est 8 fois plus importante que les boîtes de 2005. Alors que on n'a pas fait x8 sur les SBF 500. Tu vois, et tu vas en 2025, donc 4 ans plus tard, tu as refait x5 sur ces boîtes-là. C'est-à-dire qu'on a une exponentielle de croissance. Parce qu'en fait, tu as un rendement croissant du capital. Ce que ça implique, c'est que ça casse le modèle économique théorique du capitalisme moderne. Cette cassure du modèle économique du capitalisme moderne, alors, on soit très clair, là je suis en train de vous vulgariser un paquet de mecs qui écrivent des trucs qui sont plus brillants que moi. Moi je suis un chef d'entreprise d'une PME de province. Hein. Mais j'essaye de vous vulgariser ces points-là parce que c'est important pour prendre des décisions. Ce qui se passe, c'est quand on casse ça, en fait on remet en cause le fonctionnement de la société. Et on peut être ou pas d'accord avec le capitalisme, on s'en fout, mais si tu veux, l'accroissement de nos droits humains sur les 250 dernières années est une réalité concrète et tangible, liée essentiellement au développement du confort et l'accès des masses à un certain confort, parce que l'économie d'assets et l'industrialisation. Parce que, tout simplement, avant, pour construire un canapé, il fallait être un roi ou un noble. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir un canapé chez Conforama. Il est moins durable, il y a des problèmes d'écologie. J'ai pas dit que ça solvait tous les problèmes, je dis juste que tout le monde a accès à son morceau de confort. Et que à une époque, et on le fait toujours d'ailleurs, on mesurait le nombre de gens qui étaient extraits de la pauvreté à la minute dans le monde. Enfin, c'est un truc qui n'avait jamais été fait en 2000 ans. Et je vous invite à vous pencher. Si vous fouillez sur YouTube, vous verrez des confs où je peux trouver des... Mais il y a des trucs sur la richesse produite en 2000 ans. Vous allez voir, on arrive avec l'industrialisation à des trucs délirants et on continue à produire énormément de richesse. Et en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, la centralisation du pouvoir dans ces boîtes-là, qui en plus génère des phénomènes monopolistiques. Et tu vois, c'est l'histoire de VMware. Tout le monde se retrouve face à un monopole. Après, le monopole te milk. En fait, si tu veux, c'est pas un problème d'être capitaliste, communiste, etc. Tout le monde en économie te dira le monopole va baiser le consommateur. Enfin, c'est toujours le citoyen consommateur. Ouais, ça fait toujours baiser. C'était le problème de l'économie planifiée. Nous, on va produire des chaussures taille droite, 45, pied droit. T'étais là, genre, bah oui, gros, ça sert à rien. Et en fait, t'as ce moment-là où la décision trop centralisée, en fait, empêche la bonne analyse de la masse et ça pose un problème. Et c'est toujours destructeur de valeur pour le consommateur citoyen. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve face à des boîtes qui ont un monopole sur certains sujets et qui concentrent énormément de pouvoir. Et ça a plein d'impacts. Et tu les ressens pas toujours, mais si tu prends les revenus de la presse aux États-Unis sur 30 ans et les revenus de Google, c'est un X qui se croise. C'est-à-dire que l'argent de la pub, il est pris par Google. Vous voulez qu'on en parle? On peut en parler en France. Pourquoi est-ce que CNews est possible en France? Parce que iTélé n'était pas rentable. Et iTélé n'était pas rentable parce que les médias sont pas rentables. Et pourquoi les médias sont pas rentables? Parce que Google a pris l'argent de la pub. L'argent de la démocratie qui faisait tourner la presse, c'est Google qui l'a pris. Et donc du coup, si les médias sont pas rentables, ça devient un sport de milliardaires
qui ont envie de faire passer leurs idées que d'avoir des médias d'opinion. Et tu te retrouves avec CNews. Et là, on a un problème démocratique. Parce que du coup, on n'a plus les mêmes enjeux. Et du coup, tu te retrouves avec des chefs d'entreprise qui vont prendre des décisions politiques terrifiantes en utilisant leur pouvoir technique. Elon Musk, le rachat de Twitter pour faire élire Donald Trump. Enfin, tu vois, c'est ça. Et ça donne un livre très intéressant d'un mec qui s'appelle Yanis Varoufakis, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Tech Féodalisme, où il te dit on quitte l'ère d'un libéralisme politique de démocratie pour entrer dans une ère de féodalisme. Et t'as vu, regarde, Elon Musk qui te dit soit t'es d'accord avec mon projet, soit tu vas te faire foutre. Et si tu bosses pour moi, t'es d'accord avec mon projet politique. Et tu vois, c'est un truc très féodal, en fait. Et c'est terrifiant. Parce que moi, dans ma boîte, après, les gens viennent me dire c'est quoi la posture politique de la boîte ? Il n'y a pas de posture politique, on est une entité économique. Oui, mais toi, ce que tu penses. Et moi, ce que je pense, je ne vais pas te dire ce que tu dois penser politiquement, ce serait patronage. Je ne suis pas un seigneur féodal, mon grand. Ouais, mais par exemple, on pourrait dire qu'il n'y a pas le droit d'être raciste dans la boîte. Alors ça, les gars... c'est la loi. C'est la loi. Je ne vais pas écrire qu'il n'y a pas le droit d'être raciste. Ça vaut pot de zob, d'abord. Ça s'appelle un torche-balle. Tu vois, je ne peux pas dire un truc contraire à la loi dans ma boîte. Si quelqu'un est raciste dans la boîte, il sera attaqué par les services de la boîte comme étant de l'incitation à la haine raciale parce que la loi le dit, point. Et je ne vais pas écrire un torche-balle qui dit l'avis de Quentin a dansé et donc vous êtes priés de tous vous y conformer parce que vous êtes sous la fayule de votre seigneur féodal. Ce qui est la posture, tu vois, qu'on a aux États-Unis, parce qu'ils n'ont pas le même rapport, etc. Aux États-Unis, tu as le droit d'être nazi, tu peux te balader avec une croix gammée, etc. Ici, chez nous, on n'a pas le droit d'être nazi. Enfin, tu as le droit d'être nazi, mais tu dois le penser en silence et ne pas le démontrer. C'est ton problème dans le secret de ton cœur. Mais là-bas, tu peux te faire tatouer une croix gammée sur le front, tu vois, si ça te fait plaisir. Et en fait, on se retrouve à devoir expliquer à des gens qu'un système féodal, c'est pas ce qu'on a en Europe. Et je pense qu'on est face à un truc qui est terrible, parce qu'on a d'un côté les démocraties libérales, chinoises, russes, etc. De l'autre côté, les États-Unis et leur capitalisme de surveillance, qui est en train de devenir un de surveillance, et essentiellement, tu vois, enfin, la dérive autoritaire, elle est forte, tu vois. Et nous, au milieu, en Europe, on a le siècle des Lumières, on a cette pensée philosophique, et il faut qu'on puisse défendre le libéralisme. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne notre part de voix dans ces outils de la pensée que sont la digitalisation en fait du monde. Est-ce que le succès de Mistral n'est pas un peu trop utilisé comme étendard en disant si regardez en France on y arrive, on a Mistral, alors que Mistral c'est top, hein. Il y a pas de débat là-dessus, mais on parle que de Mistral. C'est une boîte là où on manque aussi quand même de... Alors je vais pas le dire comme ça, je vais dire si les boîtes françaises pouvaient tous avoir le niveau de support que Mistral a, on s'en sortirait bien. Parce que je vais être très franc avec vous, moi ça fait quand même des années que j'ai l'impression de courir devant et de me faire tirer dans le dos. Et tu vois, et me prendre toutes les 2 minutes on a perdu la guerre du cloud, gros, on est à 25% de croissance par an depuis 10 ans. Si on arrêtait de dire ça depuis 10 ans et qu'on mettait une armée en fait sur le terrain de la bataille, on aurait peut-être une chance de gagner la bataille. Au lieu de te faire laver le cerveau par des lobbyistes de chez Google 3 fois par semaine. Mais à un moment donné, arrêtez de les recevoir en tant que politique. Si vous passez votre temps à parler avec des lobbyistes américains, effectivement, les mecs vous disent quoi penser et vous finissez par le penser. Mais c'est évident. Recevez les petites boîtes françaises. Mais si tu veux, c'est un truc qui est terrifiant dans notre pays. C'est la démonstration politique, économique que l'innovation vient des petites structures innovantes et qu'il y a un cycle de vie économique qui est la destruction créatrice où les boîtes grossissent, vivent et meurent, elle est faite. Ça s'appelle Schumpeter. Et le dernier prix Nobel, Philippe Aghion, c'est littéralement ce qu'il a écrit. Et en France, non. Les petites boîtes, on leur demande d'aller se mettre en sous-contractant d'Orange pour être sûr de bien faire de la merde. Et juste, je suis pas méchant avec Orange gratuitement, tu vois. Juste, on va être clair 2 secondes. Orange et Deutsche Telekom en 2005, c'est la même boîte. Aujourd'hui, il faut 3 Orange pour faire un Deutsche Telekom. C'est ça la réalité. Et n'importe quelle personne ayant été impliquée dans le management de ces boîtes-là devrait être sévèrement sanctionnée. Parce qu'en fait, en France, quand on fait une erreur, il n'y a pas de sanction pour le haut fonctionnariat ou pour les dirigeants de boîtes d'État quand ils se plantent. Et au lieu de ça, on devrait faire émerger des petites boîtes. Donc est-ce que Mistral est un problème ? Pas du tout. Mistral est une opportunité.
J'aurais préféré que les Américains rentrent jamais au capital. Je pense qu'il y a eu une bonne correction en faisant rentrer les Néerlandais d'ASML au truc et ça s'arrange. Mais voilà, enfin, le sujet est quand même, le sujet est quand même pas simple. Et quand on voit qui en plus a intrigué pour que les Américains rentrent au capital, enfin, tu vois, le sujet est quand même global. Fleurbon, enfin, moi j'ai des sujets de corruption moins graves en Côte d'Ivoire, quoi. Euh, mais admettons, mais la question c'est pourquoi est-ce que l'État ne soutient que Mistral et pas un soutien aussi franc et massif à l'ensemble de nos champions. Je veux dire, des boîtes qui réécrivent des bases de données serverless de zéro en Europe, c'est pas compliqué, on doit être 3, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème de nous soutenir, quoi. Éviter de nous tirer dans le dos, ce serait pas un problème. Nous filer des contrats, ce serait pas un problème. Des boîtes qui écrivent des systèmes d'IAM décentralisés à base de tokens, personne fait ça. Enfin, les boîtes qui ont cette créativité-là et cette inventivité-là, on n'est pas nombreux. On peut nous filer des coups de main. Et au lieu de ça, on se pose beaucoup de questions. Donc pour moi, Mistral n'est pas un problème. Oui, Au contraire. Enfin, ce que je disais, le problème, c'est que on est trop centralisé sur le Mistral en disant regardez, on arrive à faire des choses. Alors qu'en fait, c'est comme tu le dis, hein, c'est que c'est qu'un seul exemple qu'on met en avant. Et en plus, il faut réussir à faire en sorte que Mistral bosse en écosystème. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le modèle est cool. Et, enfin, les modèles de Mistral sont incroyables. Mais en fait, ce qui fait la vraie force de l'IA, c'est les capacités d'intégration. Et l'intégration aujourd'hui, sur un sujet tel que Mistral, c'est là où ils ont encore du mal à avoir du manpower et de la capacité de développement. Et je dis pas ça en défiance, hein, au contraire, je l'utilise très régulièrement. Moi, je passe mon temps à utiliser tous les produits. Enfin, voilà. Et ah bah oui, tiens, je l'ai pas dit. Alors, je vais vous dire ce que j'ai envoyé comme message à l'intérieur de mes équipes, si vous voulez, s'il y a des CTO ou des CEO qui écoutent. Sur l'IA, pour les développeurs, mon message a été le suivant. A été de dire, il n'y a pas de politique d'entreprise. Ça bouge trop vite. En général, les plans entreprises sont pourris par rapport aux plans individuels. Machin. On a une nouvelle catégorie dans le logiciel de note de frais qui est outils IA. Vous prenez ce que vous voulez. Je vous interdis de prendre des abonnements annuels. De toute façon, ça bouge trop vite. Vous ne servirez probablement pas de l'outil que vous allez acheter ce mois-ci, l'an prochain. Donc voilà. Vous faites des notes de frais. Allez-y. Si c'est trop cher, vous demandez une avance sur note de frais. Mais faites des notes de frais. Gérez vous-même, pilotez vous-même vos outils. On est incapable, aujourd'hui, à l'heure à laquelle ça va, d'être fin dans le truc. Essayez de ne pas faire trop n'importe quoi avec la donnée, tout sera pardonné. Go. Et vraiment, dites à vos équipes d'y aller et de dépenser de l'argent. Mais est-ce que du coup, tu as essayé, pour rester sur le sujet de souveraineté, est-ce que tu as essayé de dire à tes équipes, essayer de favoriser les solutions européennes ? Bien sûr, mais tu sais, les gens qui bossent chez Clever, de base, ils sont plutôt pour ça. Hein. Sinon, ils seraient pas... Enfin, on va être très clair, hein, je connais pas beaucoup de gens chez Clever qui n'ont pas eu une proposition beaucoup plus chère que chez Clever, chez un Américain. D'abord parce qu'on est officiellement un vivier de recrutement chez ces gens-là, parce qu'on les emmerde. Et enfin, ils le font. Moi, je se permettent de le faire devant moi en salon. Hein. Moi, j'ai les mecs d'AWS qui débarquent et qui disent à mes développeurs clés, devant moi, hein, ouais, tu sais, si tu viens chez nous, on fait x5 sur ton salaire. Hein. Tu vois, ils le font franchement, tu vois. Donc les gens, en général, restent par conviction. Bien sûr que tout le monde va essayer. Mais moi, ce que je dis, c'est il y a une différence entre privilégier les solutions souveraines sur des déploiements gros et ne pas essayer les solutions des autres. Notre métier, c'est de comprendre ce que font les gens. Et donc, il faut qu'on essaye tout. CodeStral est incroyable et il faut réussir à interfacer CodeStral et OpenCode et en même temps voir ce que ça donne avec Claude Code et peut-être des fois essayer les deux, voir quel code générer, lequel vous plaît le mieux, en fonction de quoi, dans quel sens. Et donc, pour moi, c'est là-dessus qu'on va. Tout comme tu as des trucs qui sont hyper intéressants chez QuenCode en open weight, hein, parce que c'est pas vrai, du vrai open source. Et notamment, tu as un mode d'exécution de QuenCode qui te permet de faire 1 million de tokens. Ça coûte une métafortune en hardware à aligner pour le faire, mais c'est assez intéressant ce qu'on peut obtenir avec ces choses-là. Et puis, tu as d'autres solutions, même si tu n'as pas d'offre grand public sur un poolside, c'est quand même c'est aussi des gens, enfin tu vois, tu as Mistral qui a son modèle fondationnel, mais tu as un deuxième modèle fondationnel français qui est poolside. Même si eux, du coup, parce que commercialement la vie c'est dur, etc., ils sont positionnés sur un truc très je vais voir que des grosses boîtes, je te montre ton pod à toi, etc. On a en France
une richesse réelle de capacité en intelligence artificielle que peu de pays ont. Enfin, pour moi, tu as les États-Unis, la Chine, la France. Et par extension, ce qu'on fait en Europe. Mais vraiment, en Europe, c'est nous le fer de lance de ces trucs-là. Et même chez les Américains, on a beaucoup de gens qui sont les fers de lance de ça. Et la nouvelle boîte qui vient de se lancer de Yann Lequin. Donc, on a des gens qui sont très 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 forts. Et regardez ce que fait ZML par exemple pour l'industrialisation de l'IA. L'IA pour l'instant, faut comprendre qu'on est en train de faire du jeu pas optimisé, c'est le bordel, on fait n'importe quoi, tu vois. L'industrialisation de l'IA, c'est le moment où on va diviser par 600, 700 les besoins, et ça va devenir rentable d'un seul coup de le faire dans plein de cas où ça ne l'était pas. Et pour moi, ZML était un des facteurs clés de ce changement-là. Et je veux dire, dans le monde entier, ce que fait Steve chez ZML est incroyable. Tu devrais inviter Steve dans ton podcast. Mais je serais ravi d'une mise en relation avec grand plaisir. Je manque à tous mes devoirs, mais je vais le faire. Avec je pense que ce serait une très bonne idée. Et du coup, tu vois, je pense que c'est un des trucs qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de se rendre compte de ce vers quoi on va. Surtout que financièrement, tu vois, les Nvidia, les machins, etc., ils ont fait des grosses valorisations, ils se prêtent de l'argent entre eux. Pour moi, ça va se rééquilibrer à un moment. De toute façon, on ne va pas produire réellement ces infras-là. Ça ne rentre pas. Donc, il va y avoir une correction. Je ne pense pas que la correction sera très dure. La réalité, c'est qu'on est en train de faire l'industrialisation de la prestation intellectuelle et ça va très vite. Et la question, c'est comment on est capable d'assimiler ça en tant que société sans devenir une société féodale, sans retourner à une sorte de Moyen-Âge, si vous voulez, du sujet. Et aujourd'hui, très sincèrement, je trouve que le débat public n'est pas à la hauteur. Regarde le niveau du débat public. Ça fait 3 ans qu'on me parle de l'âge de départ à la retraite. Je vais dire un truc qui est politiquement pas honnête. Ça fait 50 ans qu'on vit à crédit. Personne ne l'a dit aux Français. Il y a un moment, il faut quand même le dire. L'âge de départ à la retraite est un sujet de débat. Mais à côté du changement sociétal que représente le smartphone, c'est tout ce qui a changé ces 30 dernières années dans nos vies, c'est le digital. Ça a changé le débat politique, la façon dont on éduque les gamins, la façon dont on bosse. Tout le monde est perturbé. Il n'y a pas un seul job qui se ressemble. La façon dont on consomme du média, la façon dont les couples se rencontrent, l'impact des réseaux sociaux de rencontres sur la structure du couple, et donc comment on fait des enfants, etc. Tout change. Ça devrait être le seul sujet dont on se préoccupe en permanence. Et pas seulement d'un point de vue économique, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue culturel. On est dans une révolution totale de tout ce qu'on fait, et on ne s'en occupe pas. Et si jamais il y a un truc à faire, c'est écrivez à votre député, à votre maire, à votre sénateur, et dites-lui, fondamentalement, vos histoires de budget, c'est charmant, la taxe Zuckman, c'est charmant, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir aux mouvements sociétaux actuels de l'économie digitale et des changements que ça implique ? Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui, et c'est ça qui, à mon avis, n'est pas assez pensé. Et je suis désolé, c'est pas en faisant des conférences avec 3 start-upers ici de HEC sur comment faire des croissances de vente et faire 5% de mieux avec l'IA en écrivant des mails automatiques qui viennent te pourrir ta boîte mail qu'on est en train de traiter le sujet. Le sujet, il est formidable parce qu'on est en train de créer la vraie machine à penser et même on peut tirer le truc. Tu vois, moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait la pensée et qu'on avait un moyen de l'exprimer qui était le langage. Et en fait, c'est peut-être faux, ça. En fait, on est en train de construire des machines intelligentes juste en leur inculquant le langage. Et le fait qu'elles soient capables de raisonner sur des grandes masses de langage fait qu'en fait, le truc se met à être intelligent. Et en vrai, des fois, le truc te fait des suggestions où t'es là, genre... Là, ça passe pas mal. Le mec est mieux que moi, quand même. Tu vois, et même en code, tu vois, il y a des trucs où tu fais, en vrai, moi, je l'aurais pas aussi bien écrit, quoi. Et donc, du coup, tu vois, je pense qu'on peut remettre des questions fondamentales de qu'est-ce que la pensée, qu'est-ce que l'intelligence humaine. Tu vois, et pour moi, c'est ça les sujets qui sont actuels.
et on les traite pas. Voilà. Ouais. Et donc, écrivez à votre député, écrivez à votre sénateur, écrivez aux gens, alertez-les. C'est le sujet d'importance, c'est ça. Et je dis pas que ça va être mal, hein. Moi je pense que ça peut être très très cool. On a peut-être la fin de l'aliénation du travail par l'homme, etc. Parce que tout le monde est en train de miss un point qui est essentiel, mais c'est mettez-vous tous sur une jambe, là, en écoutant le podcast. Qu'est-ce qui fait que vous tenez debout ? Votre capacité à calculer en permanence la proprioception, c'est-à-dire l'information venue des sensors de votre jambe, qui fait que vous rééquilibrez votre poids en permanence en micro-changements. Ça, c'est de l'IA, enfin, c'est de l'intelligence artificielle. Ce qui est en train de se passer en robotique, qui est directement lié en fait aux révolutions de l'IA, est démentiel. Et là, pour le coup, c'est plus les États-Unis, c'est complètement la Chine. Les machines de Boston Robotics qui nous faisaient rêver, avec des humanoïdes qui marchent et qui sont intéressants et qui se rattrapent quand on leur donne un coup de pied, etc., et qui coûtaient 800 000 balles il y a quelques années, aujourd'hui, tu as des startups chinoises qui te le produisent pour 10 000 balles. Il y a encore plein de trucs à régler, etc. Et puis on te dit, tu vas acheter un robot, mais sur les tâches complexes, en fait, tu as un Philippin qui va prendre la main et qui va vider ton lave-vaisselle. Ouais, d'accord, d'après toi, il va se passer quoi une fois que les mecs auront 400 000 vidages de lave-vaisselle en vidéo ? On va réentraîner un modèle et le machin va savoir le faire tout seul. C'est évident qu'on est là-dessus. Et la proprioception de savoir saisir un verre, elle est en train de se faire. Et en fait, la robotique est là. Et moi, tu vois, ça m'a toujours fait marrer. J'ai toujours regardé Star Wars comme étant, oui, enfin les droïdes, ça va les gars, c'est de la science-fiction, quoi. Je vais être franc avec vous, moi j'y crois. Je crois que dans, peut-être pas l'an prochain, mais assez vite, on va se retrouver avec des androïdes plus ou moins humanoïdes chez nous, qui sont là pour pas nécessairement remplacer ta femme de ménage, c'est beaucoup de boulot, c'est chiant, mais vider la table de ton petit-déj, vider le lave-vaisselle, aller foutre tes caleçons au sale, faire ton lit, tu vois, un truc simple. Si le robot coûte 10 000 balles, faisons la règle de 3 ensemble. Un robot à 10 000 balles que tu vas payer, t'es prêt à payer combien pour qu'on vide ton lave-vaisselle et qu'on range tout, quoi, 300 balles, 400 balles par mois? Ok, ça reste un peu luxueux. Mais en fait, pour finir, tu vois, il est financé en 5 ans, là, ton robot. Enfin, c'est rien, en fait. En sachant qu'en 5 ans, il peut acquérir de nouvelles compétences et que au début, il vide ton lave-vaisselle, mais après, il peut peut-être réparer ta chaudière, c'est un problème, ce genre de choses, quoi. Accueillir le facteur qui te livre un colis, déménager des conneries, commencer à couper les légumes pour... tu vois, tu t'en sers comme commis dans ta cuisine, parce qu'autant t'aimes bien cuisiner, autant il y a des tas de trucs qui te cassent les couilles quand tu cuisines, t'as un commis. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont envisageables en robotique et qui en fait, pour moi, ne sont plus de l'ordre de la science-fiction, qui sont de l'ordre du paramétrage et de l'arrivée de 2-3 conneries. Mais tu vois, en fait, c'est plus de la TRL 3, quoi. C'est de la TRL 7-8. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Technology Level Readiness. Technology Readiness Level, c'est un truc dont on sert en science pour dire à quel niveau est une techno quand on en parle. Tu vois, la fusion nucléaire, c'est... tu vois, est-ce que ta prédiction, ça va pas être la même chose que la voiture autonome où quand il y a 5 ans maintenant, on voyait ce que Musk a annoncé et présenté, on se disait en fait la voiture autonome, elle sera capable de rouler sur toutes les routes du monde entier dans 6 mois. Et puis en fait, ce fameux dernier kilomètre, les dernières complexités à lever sont tellement complexes qu'en fait, ça met beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine. Bien sûr. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas récupérer assez rapidement des androïdes chez des riches, chez des gens qui jouent, etc. Tu vois. Mais regarde, c'est comme l'histoire du Roomba, le robot qui passe l'aspi, qui est con pour le coup, tu vois, il n'y a pas d'IA dedans. Mais en fait, ça y est, il y a énormément de gens maintenant qui ont cette merde. Et est-ce que ça remplace la femme de ménage ou le fait de faire vraiment le ménage? Non, mais ça entretient ta baraque. Tu vois, t'as DJI qui vient d'en lancer un, qui voit, et donc qui du coup va être beaucoup plus efficace. Tu vois, c'est pas encore un androïde humanoïde, mais t'as un truc. Et surtout, encore une fois, un androïde humanoïde aujourd'hui coûte 10 000 euros. Tu as 800 000 balles, c'est un truc de millionnaire, de multimillionnaire ou de milliardaire qui sait pas quoi faire de son fric. À 10 000 balles, c'est un truc de gens riches ou de classe moyenne très très supérieure qui a envie de se la péter avec ses potes. C'est un truc de hobbyiste en fait. C'est déjà un truc de hobbyiste. C'est-à-dire, souvenez-vous de l'apparition des ordinateurs. Les ordinateurs années 80-90, ça coûte à l'époque 6 000, 7 000 francs.
remettez l'inflation, le truc. Enfin, voyez les coûts qui se rapprochent, les choses qui... C'est... Et ce, très très vite. C'est-à-dire que si tu me posais la question, moi, il y a 2 ans, le robot humanoïde de chez Boston Dynamics était un objet inaccessible qu'on allait utiliser dans des cas où on n'a vraiment pas envie de se faire chier à envoyer un humain parce que c'est dangereux. Là, tu vois, des robots à 10 000 balles, là, c'est pas cher, quoi. Donc ça veut dire, est-ce que tu vas commencer à en trouver dans des C'est moins cher qu'une entrepôts, voiture, etc. Bah, c'est moins cher qu'une voiture. Ça dépend de quelle voiture, mais ouais. Comme je vois que ça fait déjà plus de quasiment 1h15 qu'on discute. Ouais, j'ai l'impression que ça faisait 20 minutes. L'année dernière, les prédictions qu'on avait évoquées sur l'année... Ouais, on se crunch tout le reste. Bah, Même du la coup, sécu, tout ça. l'année dernière, dans les prédictions que tu avais faites, donc c'était comme chaque année, tu nous prédis l'année du Linux desktop. Donc ça n'a pas été le cas en 2025. Mais je ne sais pas si tu renouveles ta... Ça n'a pas été le cas. Attends, laisse-moi réfléchir. Je pense que ça va finir par se faire parce qu'au moment où l'open source va gagner en productivité grâce au LLM, il n'est pas impossible que d'un seul coup Linux devienne beaucoup plus agréable à employer. Okay. Alors, sur les prédictions, on a été au final pas mal l'année dernière, parce que dans tes prédictions, toi, tu avais le desktop Linux, de l'IA partout. Ça, pour le coup, on est quand même dans le lot. Et plus loin que ce que j'avais imaginé. Et tu avais aussi prédit des nouvelles puces. Et au final, avec l'émergence de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, on est quand même un peu dans le sujet. Ouais, et ceux qui veulent suivre, en Europe, les boîtes à suivre, c'est SpinCloud, Vesora, Calray, Accelera. Accelera, c'est un truc de dingue. Hein. Les mecs qui font des puces qui font la taille du wafer, quoi. Bon, ça coûte une métafortune, hein, qu'on soit très clair. Mais c'est des... Enfin, on a aujourd'hui des gens qui font des paris de R&D dans le milieu des puces qui sont vraiment des trucs prodigieux. Et tu vois, après 20 ans, on s'emmerdait dans les puces. Enfin, tu vois, AMD, Intel, ils se battaient vaguement, nombre de cœurs, performance, pas très drôle, quoi. Là, tu as des startups, il se passe des trucs, le marché peut se retourner du jour au lendemain. Enfin, c'est intéressant. Donc, faut vraiment prendre les choses comme elles le sont, à savoir, le monde change très vite. Et ce que nous, on est en train de dire là sur le code et notre métier, les mecs qui font du matériau, l'IA qui a débarqué dans les calculs de matériaux, c'est dingue. L'IA qui a débarqué dans les calculs de protéines en santé, c'est démentiel ce qui est en train de se passer. Enfin, l'exponentielle de la loi du retour accéléré du progrès, qui est The Law of Accelerating Return de Ray Kurzweil, est en train de se vérifier à 10 000%. Le déblocage des réseaux neuronaux, c'est un truc de dingue, qui est une rupture aussi forte que Gutenberg, quoi. Non, je suis d'accord, il y a un changement fondamental qu'il faut, sur lequel il faut se préparer, c'est ce que tu évoquais aussi tout à l'heure, hein, c'est qu'on a des députés, sénateurs et autres qui ont un niveau de débat qui n'est pas aligné avec l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Quelles seraient, toi, tes prédictions pour 2026 ? Alors, le truc qui est débile, c'est que j'y ai pas du tout réfléchi. Alors, quelles sont les prédictions pour 2026 ? Je pense qu'avec l'arrivée des LLM pour produire la nouvelle version de KDE, ce sera l'année du desktop Linux. Ok. Est-ce que tu prédis d'autres choses ? Moi, alors, ce que je prédis, c'est que les premières boîtes de logiciels employés-less vont réussir à se financer et peut-être à fonctionner. Tu sais, ça a été la grosse blague d'Elon Musk. Je ne sais pas s'il l'a vraiment fait, parce que des fois, Elon Musk, je ne sais pas trop ce qu'il branle, mais tu sais, quand il a dit qu'il allait faire macro hard, t'as suivi ce dossier-là ou pas ? À la fin de l'été, suite aux performances de Grok en développement en code, Microsoft a dit, Elon Musk a dit, Microsoft c'est de la merde, de toute façon vous vendez que du soft. Avec Grok et 200 ingénieurs, je suis capable de refaire Microsoft et je vais vous niquer et j'appellerai ça macro hard. Microsoft macro hard. Bam. Je ne sais pas s'il le fait vraiment ou si c'est une joke, etc. Et voilà, mais je pense que le changement fondamental du tissu industriel de l'IT va commencer à se faire sentir en 2026 parce que ça va beaucoup plus vite que ce qu'on avait pensé. Donc ça, c'est ma première prédiction. Et si aujourd'hui, vous n'utilisez pas l'IA tous les jours dans votre métier, vous êtes en train de devenir un has-been. Il faut vous y mettre tout de suite et commencer à faire des tests en faisant des trucs improbables.
Mais enfin, je vous donne un exemple parce que, en fait, le truc, c'est faites des trucs n'oubliez pas que l'IA est inhumaine. Il faut vraiment. Mais on fait un business, nous, au Kazakhstan. Tu vois. Il y a 80% des gens avec qui on bosse qui causent pas un broc d'anglais. Et donc, la langue commune de communication, parce que le kazakh, c'est quand même compliqué, ça va être le russe. Je me galère pendant des réunions avec les traducteurs, machin. Et sur une pause de midi, je dis aux gens, genre, allez bouffer, faites votre vie. Je code un truc, genre sur la pause de midi, à grands coups de LLM, mais comme un porcage, genre à Claude Code, fond la caisse. Mais comme c'était des sujets sensibles, je pouvais pas utiliser des modèles remote et tout, fallait que j'exécute tout sur ma machine. Et là, tu as quand même un truc incroyable qui est Hugging Face. Enfin, le nombre de trucs incroyables qui traînent dans Hugging Face, mais c'est une dinguerie. En 2 heures de code à grands coups de LLM, j'avais un soft qui me permettait en temps réel de traduire français, russe, anglais, temps réel, il y a 3 colonnes, tout ce qu'on se dit. Et c'est là où, bien sûr, c'est pas parfait, c'est pas machin, bien sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire. On peut créer, on peut imaginer, on peut prototyper très 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 vite. Et en plus avec des modèles qui sont open. J'avais eu un prof, j'étais parti à Columbia en janvier dernier. On avait eu des sujets d'IA. Il avait une phrase que je trouvais pas mal. Il disait, il ne faut pas utiliser l'IA pour faire ce que tu fais déjà aujourd'hui mieux. Il faut utiliser l'IA pour faire des choses que tu ne peux pas faire aujourd'hui. Ouais, je suis très d'accord avec lui. Et vraiment, tu vois, alors, utiliser et oser des trucs qui vous paraissent improbables. J'ai fait un startup weekend il n'y a pas longtemps. J'ai codé avec des gens qui ne sont pas habitués à me voir coder, mais qui sont des potes, quoi. Et ils m'ont vu coder intégralement au vocal. Et au début, ils se sont foutus de ma gueule. Et après, on a regardé dans le code source, alors que je dirigeais la team, la quantité que j'ai produit, en fait. Et en fait, ils ont dit, ah ouais, parce que ta productivité, elle est dingue. Parce qu'en fait, t'écris lentement au clavier, par contre, tu lis vite. Donc moi, j'ai un process où je parle à mon ordinateur, je lis. Je veux pas qu'il me parle. Je trouve qu'il parle lentement, c'est chiant. Tu lis vite, et par contre, tu lui parles. Et là-dessus, il y a des tools incroyables. Donc, moi, j'utilise un truc qui s'appelle Andy. Ouais, t'en as parlé tout à l'heure. Et je pense que, enfin, vraiment, jouer avec des trucs. Et les modèles qui font des trucs improbables, les modèles multimodèles qui sont dingues. Tu vois, il y a le Parakit, effectivement, d'NVIDIA qui est hyper intéressant, qui pour moi nique Whisper aujourd'hui, mais allègrement, alors que personne n'en parle. Et en fait, allez vous promener sur Hugging Face. Le nombre de modèles incroyables qui font des trucs de dingo, enfin, la créativité que vous pouvez avoir aujourd'hui, elle est vraiment très 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 forte, quoi. Là, par exemple, tu vois, j'ai un pote j'ai un pote qui m'a filé un film contestataire chinois dont il a la trad dans un Google Doc, enfin dans un Pages, et globalement, il faut réussir à faire les STR. J'ai quand même mis un truc à lire des frames de machin pour faire recoller les trucs, pour ensuite aller remplacer dans les frames, tu vois, parce que les sous-titres en chinois sont injectés dans l'image, et donc je peux lui faire repenser, je peux lui faire supprimer les sous-titres, repenser ce qu'il y a derrière, puis faire un fichier STR en fonction du... Enfin, tu vois, et ça, c'est que des modèles sortis de Hugging Face. C'est un peu overkill pour le truc, mais c'était plus pour le lore de est-ce que j'allais y arriver, tu vois. Mais, enfin, juste, on peut se poser 2 secondes. Je supprime des trucs, je régénère des bouts d'images que j'ai pas, tout en écoutant un truc pour caler mes tailles de sous-titres, pour ensuite aller lire un doc Word qui en fait fait chier parce que c'est pas un format facile à manipuler, et donc aller recaler les sous-titres de STR en fonction de... C'est une tâche qui est hyper fastidieuse. Là, j'ai beaucoup d'IA qui le fait. Enfin, et ce genre de truc où en fait à la fin tu vas avoir des orchestrateurs d'IA qui va générer ce genre de truc pour toi, je pense qu'on n'est pas loin. Et donc on a une créativité qui permet de faire ce genre de truc. Ouais, je suis assez d'accord. Est-ce que tu as une autre prédiction pour cette année 2026 ? Je pense qu'on va se prendre cette année la correction Nvidia / l'IA, etc. Ouais. Ensuite, je pense qu'on va prendre un deuxième drama OpenAI. La situation OpenAI, elle n'est pas réglée. On va se retaper un drama sur la situation juridique d'OpenAI. Tu parles avec le départ de Sam Altman qui a eu la... Oui, qui est revenu. Mais en fait, au final, c'est la situation juridique à moitié pourrie d'OpenAI. Je pense qu'on va se retaper un drama OpenAI parce que la pression est en train de monter. Et je pense que ça va pétouiller à un moment. Et
et que ça, c'est assez important. Ok. Ensuite, je pense qu'on va se prendre une claque parce que les Chinois ont créé de la lithographie de nanomètres à ultraviolet. Ça fait 15 ans que les mecs sont dessus et qu'ils n'arrivaient pas à rejoindre le truc. Et donc, le marché va s'ouvrir et ça va faire très très mal. Et ça va changer ça. Donc là, pour moi, il y a un sujet précis à cet endroit-là qui, à mon avis, va changer et faire des trucs. Ok. Et après, 2026 va être une année de transition. En fait, politiquement, on est dans cette transition. Qu'est-ce qui va se passer au mi-terme ? Vraie question. Est-ce qu'on va vers une explosion de violence ? Enfin, est-ce que les États-Unis vont basculer dans une guerre civile ? Est-ce que la dictature va s'abattre ? Est-ce que Trump, qui est pour finir un vieux monsieur, va pas décéder au milieu ? Ça va finir en autre boudin ? Vance va pas être accepté comme chef ? En fait, c'est un truc qui est assez important. C'est pas parce que tu gagnes une élection que tu décides. Tu vois, c'est ce que l'élection de 2022 d'Emmanuel Macron nous apprend, en fait. C'est que c'est très difficile de gérer un pays si t'as pas les gens derrière toi. L'élection, elle n'est jamais que représentative de ça, en fait. Est-ce que Trump, aujourd'hui, il a les États-Unis derrière eux. Ça peut paraître aberrant parce que le mec est tout rancier et machin, etc. Mais en fait, il a été élu, quoi. Et il a été élu une très très large majorité. Enfin, il n'y a pas de discussion, quoi. Est-ce que s'il décède demain, son administration va suivre ? C'est une vraie question. Et c'est un peu genre dans quel sens on va. Et donc, pour moi, il y a ces enjeux-là. Et je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à sentir vraiment le truc. Là, il y avait des chiffres de job opening aux US qui baissaient dans les professions intellectuelles supérieures parce que l'IA, qu'est-ce que ça va donner, ça ? Et donc, comment est-ce que l'économie mondiale va se réorganiser ? Surtout que je rappelle qu'on n'a plus de gouvernance de l'économie mondiale. Pendant longtemps, c'était la World Trade Organization qui faisait ça. Mais pour ceux qui ont loupé, début 2025, t'as les Chinois qui ont été à faire des rappels aux États-Unis de capitalisme de base à la World Trade Organization, ce qui était très drôle, hein, mais tout le monde s'en fout. Mais tu vois, le moment où l'OMC était très puissante, tu vois, il y a 30 ou 40 ans, ce moment-là, il est passé. Et donc, la gouvernance mondiale multilatérale est quand même vachement en danger. Et tu vois, là, aujourd'hui, tu as Trump qui dit je vais aller arraisonner un pétrolier parce que c'est mon pétrole au Venezuela. L'ONU, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, encore une fois, le tech-féodalisme, c'est une ramification. Donc, pour moi, on va vivre une année 2026 qui est passionnante et intéressante. Mais ce qui, moi, me semble intéressant, c'est que c'est une opportunité pour tout le monde. Il ne faut pas le voir comme étant un truc flippant, en fait. Il faut le voir comme étant un moment où, comme il y a des polarisations qui vont s'inverser, les gens qui iront plus vite, iront plus vite. C'est comme quand je vois des gens dire on fait un gain de x5 sur la productivité des mecs grâce à l'IA, du coup on vire x5 des mecs. Posons-nous 2 minutes. Un développeur, c'est quoi sa qualité ? C'est pas d'écrire du code. Un développeur, sa valeur, c'est d'être capable d'automatiser et de penser l'automatisation du boulot qu'il connaît de la boîte. Donc en fait, quand tu as un développeur chez toi, s'il est 5 fois plus productif, ce qui est important, c'est sa compréhension du métier, c'est ce qu'il est, pourquoi et dans quel sens. Et ça, cette capacité-là intrinsèque du développeur, c'est le truc c'est le truc qu'il faut être capable de garder. Donc, si tu veux, là, tu as les premiers qui adoptent l'IA. On adopte. Ils gagnent des points de productivité. Et donc, ils montent plus vite. Mais en fait, tout le monde va adopter ces nouveaux outils-là. Et donc, le nombre de people que tu auras pour être capable de délivrer beaucoup plus vite, c'est important. Donc, les gens qui vont te faire des massive layoffs en disant c'est bon, en fait, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied dans 2 ans. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire, les gains de productivité, tout le monde va les gagner. C'est vraiment, pour moi, c'est comme ça qu'il faut le voir. Okay. Donc, tu prédis une année 2026 de transition, mais quand même passionnant. Ah oui, et moi, je prévois qu'on voit arriver des technologies chinoises improbables. Okay. Et je pense qu'on va commencer à voir... En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Chine a un marché intérieur qui est tellement gros que la majorité des technologies les plus incroyables de Chine, aujourd'hui les plus avancées, n'ont pas besoin de sortir de Chine. Ne sont jamais sorties de Chine.
Et fondamentalement, les merdes que vous achetez sur AliExpress et Chine ne touchent pas le marché chinois, ça les intéresse pas. C'est des produits d'export. Mais tout comme nous, on a des pinards d'export, tu vois, on a des pinards, jamais les Français les boiront, ils sont dégueulasses. Et on les envoie à l'export en disant c'est du vin français, et, tu vois, on colle un drapeau dessus, le vin français est le meilleur, et les gens boivent de la merde en pensant que c'est génial. Et on fait tous ça, tu vois, enfin tous les pays du monde font ça, c'est pas le sujet. La Chine te dit on fait des merdes pas chères. Du coup, tu as des gens qui achètent des merdes pas chères. Mais la réalité, c'est que je pense qu'on va commencer à voir ça. Et c'est juste le manque de porosité informationnelle avec la Chine qui se produit. Mais tu vois, moi, pendant des années, j'ai vu des politiques me dire on va faire des learning expéditions dans la vallée. Je me trouvais débile. Là, pour la première fois, j'ai des politiques qui me disent et si on allait en Chine, j'ai besoin de comprendre la robotique, le truc, le machin. Et ça, c'est le truc qui est à jouer, tu vois. Okay. Et je pense que c'est important. Canon. Merci beaucoup, Quentin, pour cette rétrospective 2025. Merci à vous tous. Moins de prédictions cette année. Ah, quand même. C'était pas facile à faire. J'espère vous avoir convaincu qu'il y a des trucs à changer dans votre façon de bosser tout de suite si vous n'êtes pas à fond dedans, mais qu'en vrai, c'est pas moins bien. Ça va nécessairement être passionnant. Ouais. Complètement aligné. Merci effectivement à tous. Je vous souhaite une très bonne année 2026. Effectivement, ça va être une année avec plein de changements qu'il faut effectivement embrasser, embarquer, dans lesquels il faut se plonger pleinement. Parce qu'effectivement, comme disait Quentin, si vous n'embarquez pas, vous devenez has-been et vous allez devenir has-been extrêmement vite. Je vous souhaite quand même une très bonne année 2026. Je vous remercie de vos écoutes régulières, quotidiennes ou hebdomadaires, ou quelles qu'elles soient. Du podcast. On va lancer pas mal de choses cette année. Donc restez branchés. N'hésitez pas à aller checker le Tipeee si vous voulez soutenir ce podcast. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, et bien. Surtout, merci à toi. Merci à toi. Merci Quentin. Et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.